c'est de l'impérialisme au plus haut point. Voilà. Et donc, ça passe pas du tout. Donc, voilà, tout là-haut, il me dit qu'il est d'accord avec moi aussi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? John Kundo avoir une télé indépendante tous les soirs, merde, quand même, tu m'étonnes. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Rendez-vous de l'Elysée. Alors, tu dis ça grâce à tes rencontres lors de Tour de France. C'est Elazar qui me dit ça. Je dis ça, oui, mais je le pensais avant, mais ça me renforçait, oui, effectivement, dans cette pensée-là, ouais, mon cher Elazar. Oui, ça m'a renforcé. Ça m'a renforcé parce que c'est quelque chose que j'avais déjà remarqué, mais que je savais, et puis mais que j'avais déjà un peu testé. Mais là, je l'ai vu encore sous un autre angle. Et oui, je le pense vraiment. Vladjo, il dit une révolution ne peut pas se faire pacifiquement. Bah pourquoi pas? Pourquoi cette révolution-là, elle serait forcément violente? Pourquoi justement ce ne serait pas la grande révolution pacifique, puisque c'est la révolution du nombre? Pourquoi devenir violent, puisqu'on est nous sommes les 99%? Donc les 1% en question, ils ne représentent rien en nombre. Donc pourquoi ce serait une révolution violente? Violente dans le sens où on va se battre contre les forces de l'ordre. Ouais, jusqu'au jour bascule, parce que en France, les forces de l'ordre, hein, Hollande, il n'ose même plus mettre de balles dans comment dire, quand il y a des militaires qui se rendent à une représentation. Hein, les militaires n'ont pas le droit de mettre de balles. Donc on en est arrivé là, en France. Donc, ouais, les forces de l'ordre, jusqu'à quand? Hein, jusqu'à quand? Hein, parce que le jour, le machin, peut-être qu'un jour, les forces de l'ordre ne répondront plus. Hein, et puis ils auront peut-être mis les balles, ce jour-là. Voilà. On me dit les forces africaines, les forces armées africaines sont toutes soumises à l'Empire, effectivement. Ouais, bah, dans l'absolu, ils ne peuvent pas, parce que comment voulez-vous que des forces se révoltent quand, par exemple, les trois quarts des pays appartiennent aux francs CFA dans la zone francophone, donc qui sont directement soumis à la France, je veux dire, vous appartenez aux francs CFA, autant dire c'est l'Union Européenne, c'est la même chose, sauf que au lieu que ce soit l'oncle Sam, c'est la France. C'est exactement le même principe. Hein, tout est pareil. Donc voilà. Alors, ER frère, alors ER, attention mon frère a bien expliqué la différence entre le peuple de France qui n'a jamais voulu l'impérialisme et les élites. Et je sais pour en avoir discuté avec des amis étrangers qu'ils ne comprenaient pas pourquoi nous disions rien, et donc la déduction qu'ils en faisaient c'est qu'on était d'accord. Bah, ils n'ont pas tort quelque part. Et puis, qu'on me dise oui, c'est vrai, moi je sais que oui, les gens dans leur immense majorité ignorent hein, ces problématiques qui sont liées justement à l'Empire français. Mais il y a une partie des gens qui la soutient totalement. On ne va pas se leurrer. Il y a même, y compris dans la dissidence, des gens qui la soutiennent publiquement, hein, qui disent oui, finalement, puisque les Africains ne peuvent pas, ne savent pas exploiter leur uranium, bah, il est normal que nous le prenions. Donc ça, c'est une idée qui existe aussi. Donc il ne faut pas se leurrer. Et puis à un moment donné, il y aura un choix politique. Moi, je le pose clairement, je le dis. Le franc CFA est une manne pour l'économie de la France. Le franc CFA nous rapporte énormément d'argent. Parce que le franc CFA, vous savez, dans sa composition, nous permet d'acquérir toutes les matières premières que l'on veut en Afrique à moindre coût. Et donc nous offre un avantage industriel, économique, commercial. Et en plus, avec le système du franc CFA, nous captons toutes les devises africaines. Donc nous nous enrichissons considérablement, puisque nous comblons même le déficit extérieur français. À partir de là, il faut comprendre que si on abandonne le franc CFA, on abandonne un avantage économique. Donc la question se pose. Et c'est là que se pose même la vraie question de savoir, est-ce qu'on opte pour perdre un avantage économique, mais se sentir mieux d'un côté de nos choix moraux, nos choix communs que nous avons choisis. Voilà, le choix national, c'est le choix de la communauté de dire non, nous préférons nous grandir de nos valeurs et perdre notre avantage économique, ou conserver notre avantage économique, mais alors avoir conscience de ce qu'on veut faire. Et c'est là que va se poser le problème. Donc moi, je me dis, c'est là qu'il va falloir réfléchir. Donc oui, et justement, quand on me dit le peuple de France, ben, c'est à ce moment-là que le peuple de France faudra vraiment choisir. Voilà. Moi, je pense que la question est beaucoup plus compliquée qu'on le croit, finalement.
Rousseau, il dit les Africains devraient s'inspirer de Thomas Sankara. Entièrement d'accord. Oui, c'est vrai. Oui, Thomas Sankara, c'est quelqu'un qui a voulu, je pense, en Afrique, apporter le principe de la nation. Euh, un des éléments qui, pour moi, euh, fait et cause un retard de l'Afrique, c'est le passage vers la nation, puisque nous sommes encore sur un système basé sur le clan. Or, les organisations étatiques sont, elles, constituées dans on va dire, des structures qui sont censées être nationales. Et pourtant, à l'intérieur de ces structures, on reproduit le pouvoir ne s'exerce que par le clan. C'est ainsi que la démocratie en Afrique ne peut pas avoir de sens pour le moment, puisque c'est le nombre du clan qui va gouverner. Je veux dire, quand dans un pays, une ethnie devient majoritaire, c'est elle qui prend le pouvoir. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Donc à partir de là, le système démocratique tel qu'on le connaît nous, et surtout le creuset national, lui n'a pas encore vraiment fait son effet en Afrique. Et Thomas Sankara a été l'un des leaders qui a le plus œuvré pour construire l'identité des nations africaines, en expliquant aux Africains que justement, il fallait aujourd'hui passer par-dessus le système clanique, voire l'abandonner, pour adopter le système national. Ça a été le grand prêcheur de cette idéologie nationale en Afrique, Thomas Sankara. Et il n'a pas été assez écouté à mon sens. Et évidemment, bon, on sait que beaucoup de présidents africains sont, oui, corrompus, évidemment, mais parce que aussi, il faut comprendre le jeu de l'Afrique, c'est-à-dire qu'en même temps, le président qui est en place, évidemment, n'est en place que parce qu'il est soutenu par la France. Parce que le jour où il se rebelle, il finit comme Boisisé. C'est ça aussi la réalité aussi des présidents africains. Donc, et que feriez-vous à leur place? Voilà, hein, c'est ça aussi. Alors, que feriez-vous à leur place? Parce que tous ceux qui ont été un peu sincères et qui ont suivi, j'ai envie de dire, leur idée, qui ont voulu faire, voilà, comme eux le pensaient, et non pas obéir aux injonctions françaises, ils ont très mal fini. Hein, je veux dire, c'est Bozizé, c'est Gbagbo, c'est Sankara. Voilà, hein, ils ont très très mal fini. Hein. Sankara, je rappelle qu'il a été assassiné par Blaise Compaoré et toute son équipe, Blaise Compaoré, qui est encore le président actuel du Burkina Faso, complètement soutenu évidemment par Paris. Hein. Voilà, c'est un agent de la France qui est installé depuis là-bas depuis 30 ans et qui maintenant devient un peu, depuis qu'ils ont renversé la Côte d'Ivoire, un espèce de trouble-fête, voilà, de l'Afrique de l'Ouest, et qui est malheureusement un triste cire. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? Les restes de Papa Focard. Ah oui, ça c'est qu'on bien étudié le sujet. Notre Samus, le franc CFA est une enculade. Oui, voilà. Pour ceux qui en doutent d'ailleurs, hein, je vous le dis, voilà, je fais la petite promo, allez voir l'émission de Nicolas Agboou. Donc le franc CFA et l'Afrique, comment la France cherche à nazifier l'Afrique. Alors c'est un titre un peu qui fait peur, mais pourtant, sachez que le franc CFA est une invention de la Seconde Guerre mondiale qui s'inspire directement des règles qui étaient imposées à l'époque par les services de l'occupation allemande, hein, par les nazis, à la France. Donc on a repris les règles que les nazis avaient mis en place et qu'ils imposaient à la France pour les appliquer à l'Afrique. Hein. Et c'est un certain Jacques Soustel, hein, René Pleven et le général de Gaulle, dans le gouvernement provisoire de la 4ème République, donc juste après la Seconde Guerre mondiale, qui a mis ça en place, hein, d'ailleurs. Donc, d'ailleurs, c'est un peu la tache noire si j'ose dire, sans jeu de mots, la tache noire dans le programme du CNR. Parce que franchement, le programme du CNR n'est pas allé assez loin, on va dire, dans les rapports qu'il a mis en place avec l'empire colonial, hein, même s'il a eu tendance à apporter un petit peu plus de droit. Un petit peu plus de droit.
Démocratie, oui, mon cher Eleftheros, oui, démocratie, quand je dis démocratie, évidemment, c'est ironique, hein, puisque la démocratie, oui, on sait très bien qu'elle n'existe pas, simplement c'est comme ça qu'on l'appelle. Alors, puisque c'est au nom de la démocratie que ces gens vont bombarder les pays, hein, je le rappelle quand même. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Poursuit des camps FEMA, fake ou pas? Non, je pense que les camps FEMA, c'est pas du fake. On en reparlera, moi j'en ai parlé avec des gens qui m'avaient l'air très informés sur le sujet, apparemment c'est pas du fake. Alors on me dit qu'il y en a en France, ça par contre j'en ai jamais vu. Jamais vu la preuve, hein. Ça non, je sais pas. Je n'ai jamais vu, alors là, en France, ça me paraît un peu, ça par contre un peu fake. En revanche, aux États-Unis, non, c'est absolument pas fake effectivement, la FEMA est une organisation qui prend beaucoup d'importance, qui a commandé les cercueils, machin, qui a des camps un peu bizarres. Obama, il avait passé un certain nombre de dispositions pour qu'en cas de crise, c'est la FEMA comment on appelle ça, on va dire, c'est la FEMA qui prend le contrôle, voilà, qui prend le contrôle dans les situations de crise. Donc on peut s'étonner qu'une organisation, une agence de sécurité d'État civil devienne tout d'un coup se substitue à l'État lui-même en cas de crise. Donc voilà, c'est un peu étrange, un peu étrange. Alors, qu'est-ce qu'on dit Ah, les jolis réseaux du général de Gaulle, Victor de Gaulle. Ouais, bah oui, on l'oublie, parce que tout ça, c'est quand même le général de Gaulle, hein. Le général de Gaulle, de toute façon, il n'était pas un africanophile, hein. Il a jeté ses couturés en l'air, et au contraire, il a fait une opération après avec Jacques Foccart pour faire tomber ses couturés. Ses couturés, je le rappelle, étaient le seul président africain qui s'était opposé à la communauté francophone et qui avait dit non, qui avait dit nous ne, comment dire, nous refusons absolument voilà, cette communauté francophone et nous voulons l'indépendance. Donc Sékou Touré, qu'est-ce qu'il s'est mangé? Il faut savoir que la France, quand elle est partie de Guinée, on a retiré les prises. Les prises. On ne voulait rien leur... Non, mais c'est les enfoirés absolus, quoi. Même les prises, on les prend, on ne laisse rien. Tiens, le stylo, je le prends. C'est-à-dire que l'État guinéen s'est retrouvé indépendant le lendemain. Ils étaient indépendants, certes, mais ils n'avaient plus rien. Ouais, une indépendance, mais on fait comment? Et donc, Sékou Touré, il a quand même tenté de sortir son pays, hein, voilà, il a cherché des alliances, évidemment. Alors on lui dit, ah, mais il est parti chercher des alliances russes. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse à l'époque? Hein, puisque s'il voit bien, il se fait jeter par la France, à qui d'autre pouvait lui tendre la main? Il est allé chercher l'alliance russe. Et là, on a fait des opérations contre lui. On a fait une opération notamment de fausse monnaie pour inonder la Guinée d'une fausse monnaie, couler l'économie guinéenne et forcer la Guinée à réintégrer le franc CFA. D'ailleurs, hein, voilà, alors ça c'est l'exemple qu'Asselineau, il adore donner quand il dit « Ah oui, mais il y a des pays qui sont revenus, qui étaient dans le franc CFA, qui sont revenus. » Mais allons au fond des choses, j'ai envie de dire aussi. Bah, expliquons pourquoi ils sont revenus et pourquoi ils sont partis déjà. Hein. Donc ils sont partis parce que justement ils ont compris que c'était une escroquerie, mais ils n'ont pas eu le choix de revenir parce que c'est nous qui les avons coulés, c'est nous qui les avons inondés de fausses monnaies. Voilà pourquoi il y a des pays effectivement qui sont sortis du franc CFA et qui sont revenus dans le franc CFA. Oui, hein. Donc disons-le clairement. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Le problème de l'Afrique n'est-il pas le dernier continent qui peut être pillé sans devoir passer à la caisse? Oui, et puis ça fait longtemps que ça dure. Mon cher Ignace Breton-Clou, entièrement d'accord. Oui. Roulier, il dit c'est quoi le thème? Il n'y a pas de thème. C'est actualité. Non, mais il n'y a pas de thème. C'est une des dernières émissions comme ça, il n'y en aura plus beaucoup. Avant, enfin, libre antenne de libre antenne. Voilà, c'est freestyle. Voilà, jusqu'au bout. Tu vois? Donc, c'est vous qui faites le thème. C'est un nouveau Julio, il n'est pas au courant. Alors, les Africains, si c'est pas la France ou les Chinois ou les Américains, les occuperont. C'est Jidouski qui dit ça. Bah, t'as pas tort, mon cher Jidouski, mais justement, c'est peut-être pour ça que des gens comme Sankara, ils ont essayé de relever la mentalité africaine. Mais on en parlera bientôt. Bah tiens, il y a normalement Kémy Seba qui vient lundi. On se prépare, on va parler d'Afrique, je crois, justement. On se prépare, on se prépare. Là, ça va être bien chaud. Ça va être bien comme débat. Non, mais c'est magnifique, justement, je vais lui poser des questions sur l'Afrique. On va essayer de comprendre pourquoi, effectivement, il y a cette domination depuis 400 ans de l'Europe sur l'Afrique, que les Africains n'arrivent pas à reprendre véritablement leur indépendance pour sortir de ce cercle infernal de la domination. Et enfin,
j'ai envie de dire, avoir leur propre rang, qu'on arrête, moi je trouve ça, il n'y a rien de plus insupportable justement qu'en Afrique, les gens demandent. Ils n'ont rien à demander, ils doivent prendre ce qui leur appartient. Pour moi, des sociétés comme Areva, Total, je suis désolé, les Africains, s'il y en a qui nous écoutent, c'est vous, vous devez aller là-bas les occuper, vous ne demandez rien, vous y allez et c'est chez vous, vous les occupez et c'est terminé. Et maintenant, vous mettez la pression qu'il faut kidnapper le président de Total, on kidnappe, tu vois. Faut arrêter, et il faut demander votre dû, mais ne demandez pas la permission à la France. C'est tout. Enfin, moi, je vous dis ça en plus en tant que Français, hein, vraiment. Mais ne demandez pas la permission à la France. Ça ne sert à rien. Faites ce que vous avez à faire. Vous êtes chez vous, faites ce que vous avez à faire. Ne demandez pas. Allez-y. Areva, Total, il faut aller là-bas et occuper leur site. Il ne faut rien demander à personne. Faites-le. Voilà, c'est chez vous, c'est votre uranium. Voilà, c'est comme ça. Si l'uranium, croyez-moi, il était dans le cœur du Bordelais, croyez-moi que les Africains ne pourraient pas venir le prendre comme ça. Donc là, c'est la même chose. Voilà, l'uranium, il est chez vous, il est au Niger, et gardez-le. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Alors, vous avez déjà des noms d'invités pour la saison 2, à part Kémy lundi. Immortal Technique. Oh, je peux balancer des petits noms, mais cette année, normalement, on devra avoir Jacques Grimaud là, et Patrice Pouillarde pour les pyramides. Donc, il y aura Marion Sigaud. Il y aura évidemment Adrien Abosi là, qui va revenir dans pas très longtemps. On va faire une émission qui risque de faire parler. Oula, je sens déjà du trolling en avance là, de fortes. Oula, je sens déjà la vague parce que je vous dis même pas le sujet parce que ça va provoquer des remous. Mais ça va être excellent. Vous savez ça, je vous ai dit, c'est 2014, c'est l'année. C'est l'année. Voilà, on passe niveau supérieur. Mais là, oui, ça va. Il y aura des ennemis. Hein. Il y aura des gens qui ne sont pas d'accord. Hein, alors après, il y aura Anas aussi, un écrivain qu'on va recevoir aussi. Ça risque de pas mal polémiquer. Qui sait qu'il y a encore de prévu? Moi, j'ai pas toute la liste des invités. Jacob Cohen, je sais qu'on va le réinviter aussi, c'est prévu. Euh, on va essayer d'avoir. Alors, il y a Jean-Claude Bourré qui devait venir, pour ceux qui connaissent Jean-Claude Bourré, l'ex-Pujadas des années 90, hein, l'équivalent, celui qui présentait le 20h. Et il risque de venir, puis en plus, il est vachement branché OVNI et tout. C'est lui qui avait grillé sur son journal l'histoire de Tchernobyl à l'époque, pour ceux qui s'en rappellent, le fameux nuage qui avait esquivé la France, et puis finalement, en fait, qui était passé en France. Donc, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Et le débunkage, c'est pour quand? Ici, il y aura des débunkages, mais c'est le mercredi, mon cher. Là, j'ai pas vu le nom au passage. Voilà. Ce soir, c'est freestyle, nanani, nanana. Freestyle. Oui, ils ont dit tous freestyle, quoi. Vous êtes, ouais, les mecs, ils veulent tous du freestyle. Tu vois, je t'avais dit, c'est freestyle. Bon, on verra. Te pas, le thé est chaud, nous avons toute la soirée pour parler de l'Afrique. Ils sont tous en mode, voilà, c'est la pause, j'ai vu. Tu vois, c'est vous qui menez le bateau, tu vois. Les mecs, quand ils veulent aller en pause, on va aller boire le thé, alors, puisque le thé est chaud. Moi aussi, j'ai soif. Et on va faire la pause. En plus, ça commence déjà à troller. Soleil sera-t-il invité? Personne au-dessus. Mais si, on va inviter le patron, le boss. Vous l'aimez tous. On vous dit pas qui. Il viendra certainement. En tout cas, on fait la petite pause thé. Et puis, on revient après. Normal. Voilà. Est-ce que la régie est prête? Je demande. C'est parfait, c'est parti. C'est la pause. Voilà. Donc, de retour après la petite pause. Hein, bon, ouais, on me dit, ah, Moclès et tout, Erwan, ouais, bon, moi j'aime bien Moclès, oui, le pote un peu dans Snow. Il a pas tout compris sur le rap, hein, enfin, sur le rap. Si, sur le rap, mais sur plutôt la politique. Et, voilà, il n'a pas tout compris pour moi. Il y a des choses, évidemment, Besancenot, il ne comprend pas où est-ce qu'il se situe exactement. Mais bon, il y a encore du travail, mais moi je les aime bien, la scred, quoi, voilà. Alors, j'ai plus de 30 ans, te passe, ça fait un bail, ça nous fait plaisir. D'ailleurs, la vidéo qui m'a fait connaître mes tâches, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait un rappeur qui interview? Ah bah ouais, mon cher jeune Kondo. Eh ben ouais, c'est ça. On me dit que c'est la reconversion d'ailleurs. Moi, j'ai plutôt envie de dire c'est l'évolution. C'est pas tout de voilà, c'est plus de l'évolution qu'une reconversion comme on me l'a dit plein de fois. Oui, c'est une reconversion et tout. Voilà, machin. C'est plutôt une évolution. Voilà, une évolution logique.
j'ai envie de dire, presque. Voilà. Alors, quand on parlait, oui, on parlait évidemment de cette situation, voilà, un peu géopolitique qui est en train de s'accélérer. De toute façon, quand je dis s'accélérer, en fait, ça n'a pas cessé, hein. On est dans un espèce de mouvement depuis le 11 septembre où les États-Unis ont déployé leurs forces sur toute la planète en, j'ai envie de dire, dans une logique impériale, une logique de domination totale, hein, de la planète. Et surtout, on s'attaque directement aux intérêts russes et aux intérêts chinois. Voilà, on voit bien que les Chinois et les Russes sont dans le viseur américain, c'est-à-dire que ce sont des objectifs, on voit bien croissants sans cesse, de vouloir s'attaquer à la Russie, s'attaquer à la Chine par, évidemment, pays interposés, pays satellites, voire presque au cœur bientôt de la Russie avec cette guerre du Donbass, cette guerre en Ukraine. Donc oui, c'est vrai. Alors, oui, l'émission se fera mi-octobre, je confirme, oui, je confirme l'émission avec Adrien Abosi. Ouais, une super émission à venir, j'imagine, en perspective. Ça va être assez rocambolesque, moi j'aime ça. Alors, on me dit 2 ans que je fouine dans des dossiers de santé publique. Hier, je tombe sur une étude scientifique de 1984, 100% des 30 cancéreux guéris en 36 âges sur ce sûr. Ouais, 100% des 30 cancéreux guéris en 36 heures. Oui, voilà. As-tu un avis sur la dépopulation qui serait voulue par ceux qui ont le pouvoir sur Terre? VV qui me demande ça. Bah, un avis sur la dépopulation, oui. J'ai l'impression qu'on, oui, ça on a quand même des éléments qui démontrent que via l'utilisation des additifs alimentaires, on va vers une stérilisation, puisqu'on voit que, en tout cas, là, on touche à la fertilisation même, hein, des populations, et en particulier en Occident. Euh, oui, ça paraît évident qu'il y a un projet, en tout cas, allez, on va dire, de laisser comme ça courir cette espèce d'empoisonnement pour réduire le nombre d'humains sur Terre. Ouais, oui, clairement, ça peut se faire, on peut le dire. Une émission avec Squat, c'est pour quand? Quand il voudra, il habite au Brésil, Squat. Ça peut être facile. Mais je l'ai eu sur Internet, on avait échangé un peu, et je lui avais proposé de venir, donc je sais pas, il avait dit qu'il acceptait de principe. Qu'est-ce que je peux rien faire de plus? S'il accepte, tant mieux. Moi, si en tout cas il me contacte, il me dit il est à Paris et qu'il souhaite faire une émission, bah on cale le truc, quoi. Avec plaisir. Alors, le choc des civilisations est de plus en plus proche avec la complicité des médias. Quelle alternative pour calmer le choc? Ah, monter à mortel pain d'épices. Alors là, l'alternative, je crois que ça peut être que, à notre niveau, l'information. Et après, les actions pour calmer le choc, c'est en tout cas de ne pas tomber dans une logique communautariste ou identitaire. Alors, identitaire, le mot est lâché. Hein, je passe souvent des débats sur ça, sur identitaire. Qu'est-ce que identitaire? Oui. Alors, pour moi, identitaire, c'est un terme assez péjoratif qui désigne les personnes qui pensent que l'identité culturelle, en tout cas l'identité nationale, est corrélée à une ethnie, une race, qu'on l'appelle comme on veut. Et donc, euh, pour moi, les gens qui défendent l'idée identitaire, c'est des gens qui ont ce logiciel de base. Voilà. C'est le logiciel, le principe d'idéologie de base, comme F de souche, etc. Machin. Bon, il y a des gens, est-ce qu'on refuse de parler à ces gens-là? Non, dans l'absolu, parlons-leur. Moi, je suis pour parler avec tout le monde, donc je le dis, oui, parlons-leur. Est-ce que je partage ses opinions? Non, j'en suis plutôt loin, je le pense. Voilà, mais après, oui, parlons-leur, 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 parlons-leur. Mais voyons ce qu'il y a derrière. Je ne sais pas, parce que moi, ce qui m'étonne beaucoup dans ces mouvements identitaires, je vais vous le dire à chaque fois, c'est de constater que ces gens sont toujours très liés à une idée européenne. Et donc d'un espèce de mythe de l'homme européen, d'une civilisation européenne.
Et ça me paraît dangereux et faux en plus, voilà, sur plein d'égards. Mais bon, c'est moi, c'est moi qui pense ça. On débecque les ethno-différentialistes chez nous. Ah ouais, je sais pas, c'est ER Khan qui dit ça. Bah moi, oui, il est vrai qu'à ER, vous n'êtes pas très aimé de ces mouvements-là, enfin de ce que j'en ai vu, parce qu'ils reprochent justement à Soral, on va dire, les passerelles qu'il essaye de faire avec l'islam et avec les musulmans. Et ça, c'est un peu l'antithèse quand même des principes des identitaires qui, eux, ne sont pas dans des passerelles, mais dans les forteresses. Ils veulent, on va être clair, ils veulent absolument se couper carrément, foutons-les dehors, j'ai vu des slogans comme ça, hein, oui, foutons-les dehors, etc. Donc cette logique de haine communautaire, pour moi, elle va dans le jeu de l'Empire, puisque ça va être quoi le résultat in fine? C'est de se retrouver évidemment voilà, dans ce choc des civilisations. Hein, et puis, c'est quoi? C'est dès qu'on va voir un rebeu, voilà, comme à Saint-Mandé, hein, où il y avait ces 30 juifs qui ont agressé deux pauvres rebeux en criant Israël, voilà. Voilà. J'étais content parce que j'ai entendu la maman d'une des victimes qui disait, bah oui, mais ici on est en France, il faudrait que ces gens-là réalisent. Et c'est encore des paroles pleines de bon sens, quoi. Voilà. Hein, des paroles, des paroles qui montrent que, voilà, quoi. Que finalement, il y a des gens dans ce pays voilà, qui ne pensent pas que par la communauté. Hein, voilà. Et qu'il faudrait que certaines communautés, justement, elles se calment un petit peu. Ça nous fera des vacances. Alors, School, définir identitaire avec le mot identité mort de rire. Alors, identité, ça veut dire quoi? Bah, identitaire, c'est plutôt un mouvement, c'est ça, c'est plutôt c'est un néologisme. Je sais pas, identitaire, oui, évidemment, on est obligé de prendre le mot identité, hein, c'est la base du mot identitaire. Mais des gens qui pensent que l'identité, c'est-à-dire ce qui vous représente, c'est quoi l'identité? C'est ce que vous êtes, ce qui vous représente. Eh ben, passe par le fait, voilà, comment on peut reconnaître votre identité? Bah, par le fait que vous êtes blanc. Si vous êtes blanc, vous êtes français. Si vous n'êtes pas français. Voilà comment, mon cher School, voilà, on définit l'identité, pour moi, selon moi. Après, je ne sais pas quelle autre explication, comment tu veux le définir autrement, les identitaires. Pour moi, c'est comme ça que je les définis. Je vois pas quelle autre définition. Alors quoi, ils vont me dire, oui, ils défendent la France. Mais oui, mais avec l'idée, alors ils défendent la France, mais avec l'idée que la France est quand même rattachée à une certaine forme d'identité particulière, qui n'est, moi, à mon sens, pas le sens que je donne à l'identité française. Parce que moi, l'identité française, justement, je la définis autrement. Mais chacun peut la définir comme il veut. Ça ne reste pas l'identité française. Pour moi, ce qu'eux définissent comme l'identité française, pour moi, n'est pas une identité française. Mais bon, en tout cas, loin d'être la majorité des Français. Voilà. Même si ça dérange. Cette idée, apparemment, ça dérange certains. Parce que je sais qu'il y en a certains sur le chat, vous êtes un peu, voilà, vous êtes un peu tendu sur ces questions d'identité. Hein, et ben voilà, bon, bah, écoutez, chacun pense ce qu'il veut. Hein. Il n'y a pas que du mauvais dans l'esprit ethno-différentialiste ou identitaire, même si ce ne sont pas les meilleurs termes pour exprimer un mouvement contre le brassage ethnique et multiculturaliste. Voilà, c'est Alasso qui nous dit ça, que tout le monde décrit ici. Oh, ouais, oui, oui, mais est-ce que ça, ouais, ouais, le brassage ouais, l'ethno-différentialisme, ouais. Mais moi, le problème, c'est qu'en tant que métis, déjà, quand on parle d'ethno-différentialisme, bah, il faut que je sais pas où me situer. Alors, déjà, d'entrée, c'est un peu compliqué, quoi. Parce que ça veut dire que c'est quoi? C'est quelque chose qui se discute entre gens de bonne race. À défaut de bonne mœurs, des gens tous de bonne race, donc qui se donnent une bonne définition de la race. Voilà, j'ai l'impression de ne pas pouvoir participer à ce débat, quoi. Je veux dire, dans l'absolu. Alors après, pour moi, l'identité, justement, c'est pour ça que je la conçois comme quelque chose de culturel. Pour moi, être français n'est pas une couleur. Hein. Être français, c'est une culture. Mais voilà, il semble que les identitaires, eux, ne donnent pas cette définition, justement, à l'identité. Pour eux, l'identité française passe par cette ethno-différenciation, hein, comme on va reprendre le terme. Alors que, voilà, moi, dans mon idée, bah, l'identité passe par autre chose. Donc voilà, donc on en revient au terme de, oui, évidemment, ce qu'on met dans cette identité. Hein.
On me dit c'est plus du communautarisme. Alex B, je sais pas, ouais, bah non, ouais, ça va plus loin que le communautarisme, hein. Le communautarisme, voilà quoi. Ah, on me dit Jidouski, il y a un gros boulot pour redéfinir l'identité française. Ouais, bah justement, on n'est pas tous d'accord. Hein, tu vois, on n'est pas tous d'accord. Pas tous d'accord du tout. Tu vois, ah bah Erwan, il dit ça marche bien chez lui. Donc voilà, moi aussi, je pense, ça m'a l'air stable ce soir. C'est peut-être des gens, ça capte mal, je sais pas. Alors, Alefteros, il dit, mais Tepa étant moi-même issu de l'immigration, je ne peux pas nier que l'identité blanche fait partie de l'identité française. Désolé. Bah oui, alors, c'est marrant de dire ça, l'ethnie blanche. C'est-à-dire que selon toi, donc, si l'identité française se rallie à une ethnie, un descendant d'origine hongroise, comme Sarkozy, dont les parents étaient des Hongrois, etc., aurait plus donc de légitimité dans son identité française qu'un descendant d'Antillais qui, lui, est noir, mais pour lequel les descendants sont français depuis bien plus longtemps. Donc, à un moment donné, c'est ça pour moi, où est-ce qu'on n'est pas d'accord sur l'identité. Alors, me dire que oui, l'identité française passe par une ethnie blanche, ouais, j'ai envie de dire, de toute façon, les Français sont un peuple européen de base. La France, en tout cas, originellement, évidemment, est un pays avec une composante de personnes blanches. Mais aujourd'hui, à l'heure des identités, est-ce que le fait d'être blanc, donc, accorde un droit particulier à la francité plus qu'un autre parce qu'il serait d'origine immigrée? Voilà, donc comme je vous le dis, hein, Sarkozy, Nagui, Bosca, il est plus français que Monsieur Pierre-Henry, juste parce que Monsieur Pierre-Henry, lui, a un taux de mélanine un petit peu plus important. Et c'est là que je suis pas d'accord. Bah voilà. Donc c'est un peu, c'est un peu peut-être voilà la limite, mais moi je suis absolument pas d'accord avec cette vision. Alors, la France est une culture à redéfinir, pas une ethnie. Jidouski, bah voilà, je suis plus d'accord avec cette vision-là. Euh, alors, JV, qu'est-ce qu'il dit? ERK n'était pas. Adrien Abosi est aussi clairement sur ce logiciel identitaire au final. Son seul projet est la remigration de 15 millions de personnes. Ah bah oui, bah sur ce projet-là, moi non plus, je suis pas d'accord hein, avec Abosi là-dessus. Hein. Si c'est que la remigration, même si je pense que la remigration sera nécessaire pour certaines personnes, moi je ne crois pas non plus à une remigration de 15 millions de personnes. Non. Donc oui, on ne sera pas d'accord, c'est évident. Voilà. Est-ce qu'être chinois, c'est juste une culture? Ah ça, mais c'est les Chinois hein, qui se définissent, il faudrait connaître les Chinois. Moi je te dis que les Chinois, oui, ils sont racialistes, hein, c'est évident. Hein, ils ont une notion de race. Voilà, moi je pense que la nation française, voilà, on me dit, tiens, Décus, la culture française, c'est déjà un mélange de cultures régionales. Mais oui, la nation française, c'est déjà un composite. La nation française, c'est déjà une construction politique entre des régions, des gens qui ne parlaient même pas la même langue. Donc, je ne vois pas à quel moment on va nous... En plus, c'est pour ça, en plus, quand j'adore l'ethnie blanche. Hein, mais un Méditerranéen, euh, il appartient à quelle ethnie blanche? Parce que il y a des Algériens qui ont plus des têtes de Français, des Français qui ont plus des têtes d'Algériens. Donc je sais pas, moi, c'est pour ça que pour moi la limite elle est vraiment ténue, tu vois, entre même l'ethnie, à quoi ça se reconnaît. Hein, moi, voilà, moi je vais au Maroc, on me prenait pour un Marocain, je me machin, alors je vais aux Antilles, tout le monde croit que je suis antillais, je vais au machin, etc. etc. Donc ça ne signifie plus rien pour moi. Ça ne signifie plus rien. Hein. Voilà, on me dit c'est malheureux, mais de la même manière qu'un Ivoirien aura une meilleure chance d'intégration au Burkina Faso qu'un Suédois, ce qui n'est ce qui n'est pas évident, mon cher, en plus, parce que dans l'absolu, les Européens qui vont en Afrique sont peut-être bien mieux d'intégrer que certains Africains eux-mêmes, puisqu'il subsiste énormément d'antagonisme, de conflits et de différences entre les pays africains. Donc c'est même pas évident, non, c'est même pas évident. Voilà. Voilà, alors il y en a plein qui sont d'accord avec l'idée que l'identité n'est culturelle et pas ethnique. C'est un débat, hein, c'est un débat. Je vois, voilà, tout le monde n'est pas d'accord et effectivement, voilà. Alors, Victor Doom Doom, il dit que remplacer du remplacement de population.
Alors, le remplacement de population, alors ça c'est un thème que j'aimerais aussi bien aborder cette année, en tout cas faire une émission avec quelqu'un qui, voilà, qui a étudié ce sujet, pour avoir les vrais chiffres. Parce que le remplacement de population dont on parle, très sincèrement, là on vient de faire un tour de France, on a été dans allez, quand même beaucoup de régions françaises, hein, on a pu voir une typologie de la France. S'il est vrai que dans la France des villes et dans la France urbaine, il y a un nombre très important de gens issus de l'immigration, et donc qui sont visibles, parce que oui, quand il y a beaucoup de Noirs et d'Arabes, on les voit plus, voilà, au milieu de la population, c'est la vérité, et ben, ce n'est pas une évidence, et ce n'est pas du tout le cas dans les autres parties beaucoup moins urbanisées. Donc ce remplacement de population tel qu'il nous est présenté à chaque fois comme oh là là, oui, oh c'est horrible, euh, j'attends de voir les vrais chiffres. Maintenant, je ne veux pas douter qu'effectivement, il y ait une immigration complètement incontrôlée depuis une trentaine d'années dans ce pays, et particulièrement depuis les traités européens et Schengen. Mais de là à me dire qu'il y a un énorme danger, je demande à voir. Maintenant, effectivement, moi, le phénomène de l'immigration de masse, je pense que c'est un phénomène très négatif pour la population à plusieurs égards, et qu'il s'agit en fait d'un nouvel esclavage, parce que les immigrés qu'on fait venir, ce sont des esclaves qui vont aller faire nos routes et laver nos chiottes parce qu'on ne trouve plus personne pour pouvoir le faire. Donc je suis contre de base. Et en plus de ça, ça pose effectivement, oui, des problèmes sociologiques, culturels, etc. Maintenant, les gens qui vont sans cesse œuvrer, en fait, faire peur comme ça sur ce côté de la dépopulation, etc., c'est des gens qui vont faire que lorsque moi je vais me présenter quelque part, on va me regarder bizarrement, vous voyez, sans raison. Voilà. Euh, donc, je ne veux pas rentrer non plus dans ce jeu-là. Et j'aimerais bien avoir plutôt des chiffres. Et en France, c'est très difficile parce que vous le savez, les statistiques ethniques sont censées être interdites, à part la police hein, qui s'en sert. Mais on a très peu de moyens de vérifier ça, par notre simple expérience hein, de tout à chacun. On me dit, je pense quoi de la double nationalité, Erwan? Bah à la base, je pense que la double allégeance n'existe pas. Je pense qu'il n'y a qu'une seule allégeance possible. Donc après, la double nationalité, comme on l'a vu dans le cas par exemple de ce monsieur-là, ça pose quand même un certain problème, quoi. Hein, parce que des gens qui vont travailler pour une armée étrangère, pour le compte d'une armée étrangère, voire travailler pour un gouvernement, puisqu'on a vu Habib Meyer, vous connaissez, hein, Habib Meyer, hein, l'homme hein, qui... Ah, il se passe quoi? Le micro est tombé, on m'a dit. Ah, attends. Non, il n'est pas tombé, il est là. What the fuck? Alors. Ah, d'accord. Ok, on va le mettre comme ça. Alors. Normalement, ça devrait aller. Voilà, donc tout devrait revenir à la normale. Oui, je disais donc que ouais, dans le cas de monsieur, là, comme ça pose problème, effectivement. Après, il y a d'autres cas où ça pose moins de problème, mais d'une façon générale, j'aurais plutôt tendance à être contre. Je pense qu'on ne peut avoir qu'une seule nationalité et que la France ne devrait reconnaître qu'une seule nationalité. C'est-à-dire que quand on est français, on est français. Si on choisit notre nationalité, à ce moment-là, on n'est plus français. Voilà. Il faut que ce soit un contrat très simple. Mais bon, en même temps, la France d'aujourd'hui, hein, qui a fait des allégeances aux États-Unis, à tout le monde, hein, alors qu'est-ce que vous allez demander au mec de ne pas prendre la nationalité d'un pays dont issus ses parents Mais dans l'absolu, oui, je suis plutôt pour une mononationalité. Ce serait beaucoup plus simple.